Ma propre famille m'a envoyé un message. Nous avons besoin de prendre nos distances avec toi. S'il te plaît, arrête complètement de nous contacter. Pas d'appel, pas une pause pour respirer. Juste une phrase froide illuminant mon écran comme une fusée de détresse. Je suis resté là, dans mon minuscule appartement, le silence plus assourdissant que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Et au lieu de supplier, au lieu de m'effondrer, j'ai tapé en retour la ligne la plus calme que j'ai jamais écrite. Ils n'avaient aucune idée de ce que ce moment allait leur coûter. Avant que je vous raconte la suite, cliquez sur j'aime et laissez le nom de votre ville pour que je sache qui écoute de l'autre côté de ce désordre. Je m'appelle Chloé Dubois, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été le genre de personne à qui l'on confiait les problèmes, comme des manteaux de rechange discrètement, automatiquement, sans demander si je pouvais en supporter le poids. Je travaille à la paix dans un établissement médical ici, à Lyon, un travail fondé sur l'ordre et la précision. Deux choses auxquelles je me suis accroché pendant des années. Mon appartement le reflète, un éclairage doux, des comptoirs propres, des reçus classés par couleur dans un tiroir qui coince un peu quand il fait humide. Rien d'extraordinaire, juste stable. Et la stabilité dans ma famille a toujours signifié une chose, c'est moi qui paie. Ma mère, Martine, adore dire « la famille est de la famille ». Elle le dit généralement quand elle est près de l'évier, un torchon à la main, en faisant cette chose où elle soupire au lieu de finir ses phrases. Mon père, Alain, préfère quelque chose de plus direct, des leçons sur la loyauté, le devoir, sur le fait qu'il ne m'a pas élevé pour compter mes sous avec les miens. Si sa voix se crispe, cela signifie que je suis censé couvrir n'importe quelle facture qui flotte en arrière-plan. Et puis il y a ma sœur, Léa. Elle a 3 ans de moins que moi, et toute une vie de plus en décibels. En grandissant, elle a toujours su comment se faire le centre d'une pièce. Nouvelle veste, nouvelle coiffure, nouveau drame. Elle m'appelle, la banquière, moitié blague, moitié arme, entièrement pratique quand elle a besoin d'une caution ou d'une recharge pour le paiement de sa voiture. Et chaque fois que j'essayais de dire non, le cœur familial intervenait, ne sois pas dramatique. Tu sais qu'elle ne peut pas y arriver seule. Tu sais que tu es la responsable. Même la famille élargie jouait le jeu. Notre discussion de groupe était un flux constant de nouvelles, de photos, de mèmes, de plaintes, jusqu'à ce que l'argent soit mentionné. Alors, soudainement, chaque voix devenait plus acérée, me rappelant tout ce que mes parents avaient donné, à quel point Léa méritait une pause, comment je ne devais pas rendre les choses gênantes. Peu importait qu'ils ne connaissent pas mon budget ou les nœuds dans lesquels je me mettais chaque mois pour maintenir tout le monde à flot. Dans tout ce bruit, la seule personne qui n'a jamais profité de moi était mon oncle, Gérard. Il dirige une petite entreprise de déménagement de l'autre côté de la ville, le genre de travail qui vous donne des mains fortes et une lecture silencieuse des gens. Il n'a jamais rien demandé, jamais fait d'allusion. Il se contentait d'observer. Je n'ai réalisé à quel point cela deviendrait important que bien plus tard. Pendant des années, je me suis dit que c'était normal. Chaque famille a des rôles, et le mien se trouvait être celui qui payait pour les urgences, les découverts, les « je te rembourserai la semaine prochaine », qui n'arrivait jamais. Je me suis dit que ce n'était pas personnel. Mais chaque fois que j'ouvrais mon application bancaire, chaque fois que je voyais mes propres projets rétrécir pour que les leurs puissent grandir, quelque chose de petit se serrait en moi. Et puis est arrivée la nuit où tout a basculé. La nuit où ce message est arrivé, celui qui ressemblait moins à un message qu'à une porte qui claque. Les jours précédents ce message semblait étrange d'une manière pour laquelle je n'avais pas de mots à l'époque. De petits changements, de petites piques, des moments qui auraient dû me glisser dessus mais qui se sont plutôt installés sous ma peau comme du sable. Cela a commencé avec Léa, comme d'habitude. Elle est arrivée chez mes parents avec un manteau flambant neuf, les étiquettes encore plissées dans le tissu, et a immédiatement commencé à parler de l'appartement, plus sûr, qu'elle convoitait de l'autre côté de la ville. Elle ne m'a pas regardé en le disant. Elle n'en avait pas besoin. Tu couvriras la caution, n'est-ce pas, demanda-t-elle en faisant défiler son téléphone, sa voix désinvolte comme si elle commandait à emporter. J'ai dit non. Pas fort, pas avec colère, juste un « non » ferme que j'avais répété devant le miroir de la salle de bain. Ma mère, Martine, s'est figée, un plat à la main. Mon père, Alain, a aspiré une lente et déçue bouffée d'air. C'est tout ce qu'il a fallu. La pièce a changé, l'air s'est transformé, et soudain j'étais de nouveau l'égoïste. Léa n'a même pas sourcillé. Allez, la banquière, dit-elle en souriant comme si elle était dans le secret d'une blague que je ne comprenais pas, ce n'est pas si grave.
Je suis parti tôt ce soir-là, assise dans ma voiture avec le tic-tac du chauffage, me demandant pourquoi une simple limite ressemblait à un crime. Mais le vrai coup est venu 2 jours plus tard, lorsque le téléphone de mon bureau a sonné. J'ai répondu avec ma voix professionnelle calme, concise, professionnelle pour entendre le propriétaire de mes parents confirmer joyeusement le renouvellement de leur accord de dépôt automatique. Mon accord de dépôt. Il m'a remercié d'avoir annulé des frais de retard de 50 €. Des frais de retard dont j'ignorais l'existence. Puis il a continué à parler, mentionnant que mes parents lui avaient donné mon adresse électronique professionnelle et, apparemment, mon emploi du temps pour qu'il puisse me joindre à un bon moment. Je me souviens avoir fixé le mur en face de mon bureau, l'art sur toile bon marché devenant flou alors que la chaleur me montait au cou. Ils n'avaient pas seulement utilisé mon argent. Ils avaient ouvert une porte sur ma vie professionnelle, distribuant des informations personnelles comme des cadeaux de fête. La vie privée n'était pas quelque chose que je pensais devoir protéger de ma propre famille. Mais soudain, je n'étais plus sûr d'en avoir du tout. Ce soir-là, je me suis rendu directement à leur immeuble. Le couloir sentait le produit de nettoyage et les restes de plats à emporter. Je les ai fait asseoir mes parents sur le canapé affaissé que j'avais acheté, Léa appuyée dans l'embrasure de la porte et j'ai dit les mots que j'avais ravalés pendant des années. Je mérite de savoir ce que je paie. Le visage de ma mère s'est durci. Nous nous sentons attaqués. Mon père a croisé les bras. Garde ce ton pour tes collègues, pas pour nous. Léa a ri depuis le couloir. On te donne un pourboire maintenant ou plus tard? Ce n'était pas une dispute. Ce n'était même pas bruyant. C'était pire, une cruauté désinvolte livrée avec l'aisance d'une mémoire musculaire. Je suis parti sans finir ma phrase. L'après-midi suivant, la notification de la discussion de groupe est apparue. Le message qui a tout changé. Nous avons besoin de prendre nos distances avec toi. S'il te plaît, arrête complètement de nous contacter. Quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Il s'est mis en place, de façon permanente. Les minutes qui ont suivi ce message semblaient suspendues, comme si l'air s'était épaissi juste pour me maintenir immobile assez longtemps pour que je comprenne ce qui s'était passé. Ma famille n'a pas demandé d'espace. Elle a déclaré un exil. Pas de discussion, pas de confusion, un verdict. Et presque instantanément, leur silence a déferlé vif, retentissant, final. Je me suis assise sur le bord de mon lit, fixant le message jusqu'à ce que mon écran s'assombrisse. Pas de colère, juste une clarté froide et apaisante que je n'avais jamais ressentie auparavant. Si c'était la distance qu'il voulait, je pouvais l'honorer pleinement. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré avec un nom que je n'attendais pas, Oncle Gérard. Il n'appelait jamais sans raison. Quand j'ai décroché, sa voix était stable, prudente. « Je suis chez tes parents », dit-il. Ils m'ont demandé de les aider à faire les cartons. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Faire les cartons de quoi? De tout, dit-il doucement. Vêtements, vaisselle, photos. Il déménage. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'il déménageait. Il ne se contentait pas de couper le contact. Il se déracinait physiquement, disparaissant sans laisser de traces, me laissant derrière comme une facture dont il ne voulait plus. Gérard a hésité avant d'ajouter, je m'assurerai que tout ce qui porte ton nom soit retourné. Ne t'inquiète pas, il ne prenait pas parti. Il se contentait de traiter avec la vérité. Et cette vérité, lui se tenant dans leur salon en train de mettre leur vie en boîte, m'a frappé plus fort que le message lui-même. Après l'appel, j'ai ouvert le tiroir de reçus classés par couleur que j'avais gardé pendant des années. Loyer, charges, transport, factures médicales, abonnements, courses, tous les fils invisibles que j'avais utilisés pour tisser leur vie ensemble, mois après mois. Je m'étais dit que je gardais ces archives pour ma propre santé mentale. Mais à ce moment-là, il ressemblait à une carte, un registre de chaque endroit où je m'étais abandonné pour les maintenir à flot. J'ai étalé les reçus sur le sol. Le vert pour le logement, le jaune pour les charges, le bleu pour le transport, le rouge pour le médical, le violet pour tout ce qui était divers et qu'il ne se souvenait jamais que je payais. Les bords des catégories s'enroulaient comme si elles aussi étaient fatiguées. Je me suis assise là, sur le parquet, les genoux ramenés contre moi, et pour la première fois, je me suis permis de le voir clairement. Ce n'était pas du soutien. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la dépendance déguisée en devoir, et j'étais devenu l'infrastructure soutenant une maison qui n'avait jamais eu de place pour moi. Cette pensée ne m'a pas brisé.
Elle m'a libéré. Ce soir-là, Thomas est passé. Il n'a pas frappé fort, il a juste tapoté une fois et est entré, de la manière dont quelqu'un le fait quand il tient assez à vous pour rester doux. Ils t'ont envoyé un message, dit-il doucement. Ce n'est pas une question. Il pouvait le lire sur mon visage. Je lui ai glissé le téléphone. Il a parcouru le message, la mâchoire tendue mais les yeux doux. Tu ne mérites pas ça, dit-il. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondré. J'ai juste expiré comme si quelqu'un avait enfin desserré une sangle autour de ma poitrine. J'en ai fini, ai-je dit. Thomas s'est assis à côté de moi sur le sol, au milieu des piles de reçus. Alors commençons par une chose, dit-il. Montre-moi ce que tu as porté. Je lui ai tendu la première pile, verte, le logement. Il les a regardées lentement, comme s'il tournait les pages d'une histoire qui expliquait enfin la fin. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau du docteur Bernard et je lui ai tout raconté. Le message, les cartons, les années. Elle a écouté, hoché la tête, et a finalement dit, « Chloé, mettre fin à un enchevêtrement financier n'est pas un abandon. C'est de l'autopréservation. » Cette phrase était la permission que j'attendais sans le savoir. Au moment où j'ai quitté son bureau, mon esprit était stable. Mes mains ne tremblaient pas. Je savais exactement ce qui devait se passer ensuite. Le prochain message que j'enverrais à ma famille ne serait pas émotionnel. Il serait factuel, final, et entièrement construit sur la vérité qu'il m'avait forcé à porter seul. Je n'ai rien envoyé ce soir-là. J'ai dormi avec mon téléphone en mode silencieux, face contre table, comme on le fait quand on a enfin décidé de ne plus le laisser diriger sa vie. Mais le lendemain matin, quand je l'ai retourné, la discussion de groupe était une tempête, les messages manquaient empilés comme des dominos tombés. Léa avait commencé. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Où es-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas? Maman a dit, tu es encore en train de faire ta dramatique. Puis, très bien, nous ferons tout sans toi. S'il voulait me couper les ponts, pourquoi exigeait-il que je réponde? J'ai fait défiler jusqu'au message original. Nous avons besoin de prendre nos distances avec toi. S'il te plaît, arrête complètement de nous contacter. Cela semblait toujours irréel, net et tranchant comme une coupure de papier. Mais maintenant, j'avais quelque chose qu'il n'avait pas, la clarté. Je me suis dirigé vers ma petite table de cuisine, j'ai étalé les piles classées par couleur de la veille et j'ai pris des photos, une pour chaque catégorie, logement, charges, médical, transport, abonnement, divers, la preuve de cette année passée à être la fondation silencieuse de la famille. Mes doigts ne tremblaient pas. Ils le faisaient avant. Plus maintenant. Puis j'ai ouvert la discussion de groupe familial. Mon message est arrivé en un seul bloc d'une précision silencieuse. J'honore votre demande de distance. Voici un résumé des paiements que j'ai effectués en votre nom. Tous ces paiements prendront fin aux dates encerclées. Veuillez transférer les baux et les comptes à vos propres noms dans les 30 prochains jours. J'ai joint les photos, une par une. Envoyez. 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 Et puis j'ai ajouté la ligne que je savais qu'il les ferait enfin cesser de prétendre qu'ils ne comprenaient pas ma contribution. Bien sûr, j'annulerai mes virements automatiques dès la première heure. Pendant 2 minutes, le silence. J'imaginais leurs écrans s'allumer, leurs yeux parcourant des chiffres, des dates, des totaux sur lesquels ils n'avaient jamais pris la peine de s'interroger. Puis la panique a commencé. Maman, Chloé, qu'est-ce que cela est censé signifier? Papa, l'argent n'est pas la même chose que la famille. Ne l'utilise pas comme une arme. Léa, tu es malade. Tu as fait ça pour nous humilier. Tante Marion est intervenue. Puis un cousin. Puis le conjoint du cousin. De petits points gris de saisie de texte grouillaient sur l'écran comme des moucherons. Maman, encore, nous parlions de prendre nos distances avec ton attitude, pas avec toi. J'ai tapé en retour, votre message disait d'arrêter de vous contacter complètement. Je l'honorais. Papa a envoyé un long paragraphe, sans ponctuation, tout en fureur. Après tout ce que nous avons fait pour toi en grandissant, c'est comme ça que tu nous remercies. Nous t'avons fait confiance avec nos factures parce que nous pensions que tu comprenais mieux la famille que ça. Je n'ai pas pris la peine de répondre à la tentative de culpabilisation. Je l'avais entendu pendant des années dans une centaine de variations. Léa a changé de tactique. Je n'ai pas les moyens de déménager en ce moment. Je serai dans un quartier dangereux.
Es-tu heureux si quelque chose m'arrive? J'ai fixé le message, la respiration régulière. Le chantage émotionnel, leur outil préféré. J'espère que tu resteras en sécurité, ai-je écrit. Mais je ne suis pas responsable de ton style de vie. Silence. Puis maman a appelé. Puis papa. Puis Léa. Appel après appel, chacun résonnant sur mon écran jusqu'à ce que j'active le mode « Ne pas déranger ». Ils voulaient une réaction. Je ne leur en donnais pas. 1 heure plus tard, un nouveau message est apparu. Pas dans la discussion de groupe, mais en privé. Gérard, je dépose quelques boîtes ce soir. Il a écrit « Des affaires qui t'appartiennent ». Ils ne les ont pas ouvertes. J'ai marqué une pause. Qui m'appartiennent? Quand il est arrivé ce soir-là, il se tenait dans l'embrasure de ma porte, tenant 3 boîtes soigneusement empilées, sa veste poussiéreuse d'avoir déplacé des meubles. Ils ont essayé de me presser, dit-il. M'ont dit de ne pas m'embêter avec tout ce qui n'était pas à eux. Mais j'ai vu ton nom sur quelques trucs. Il a posé les boîtes doucement. À l'intérieur, des torchons de cuisine non ouverts, un mixeur encore dans son emballage, un routeur qu'il n'avait jamais installé. Des choses que je leur avais achetées. De petites tentatives pour leur faciliter la vie, mises de côté, oubliées, encore scellées. Gérard m'a regardé tout assimilé. Tu as fait beaucoup plus pour eux qu'ils ne l'ont jamais admis, dit-il. Ne les laisse pas déformer ça. J'ai quand même senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Du chagrin, je pense, non pas de les avoir perdus, mais de voir enfin la vérité sans le filtre de l'obligation. Quand Gérard est parti, la discussion de groupe a de nouveau explosé. Maman, comment as-tu pu laisser Gérard voir nos affaires privées? Papa, nous ne te pardonnerons jamais de nous avoir embarrassés comme ça. Léa, j'espère que tu es fière. Tu as tout gâché. Je n'ai rien tapé. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir et me suis versé un verre d'eau à la place. Je l'ai bu lentement, délibérément, silencieusement. 10 minutes se sont écoulées avant que les messages ne changent de ton. De la colère aux supplications, aussi prévisibles que les marées. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ton père ne dort pas, papa, j'ai travaillé toute ma vie. Tu me dois le respect. Léa, si tu arrêtes de payer l'abonnement téléphonique, comment suis-je censé appeler le travail ou obtenir de l'aide? Je n'ai répondu qu'une seule fois. Je ne discute plus d'argent. Une autre pause. Puis le schéma familial de longue date s'est fissuré devant moi comme un œuf tombé sur le carrelage. Léa, encore, je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu es si froide maintenant. J'ai répondu, vous m'avez dit de ne pas vous contacter. Je fais simplement ce que vous avez demandé. Cette fois, personne n'a répondu. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que j'entende le bourdonnement de mon réfrigérateur, le bruit sourd des pas de l'appartement au-dessus du mien. Des sons réels, des sons présents, ma propre vie qui refaisait surface. Mais la paix n'a pas duré longtemps. À minuit, la discussion de groupe s'est de nouveau illuminée, la famille élargie se joignant maintenant à la conversation. Tante Marion, nous n'avons jamais attendu ça de toi, Chloé. Cousin Bastien, c'est extrême. Tu aurais pu gérer ça mieux. Un autre cousin, la famille se sacrifie les uns pour les autres. Pourquoi pas toi? Je n'ai pas répondu. J'ai téléchargé un simple document à la place. Des modèles de budget, des aides au logement, des ressources, des numéros de contact pour les fournisseurs de services publics, des outils généraux pour les aider à se débrouiller seuls. En bas, j'ai écrit « Vous en êtes capable ». Vous l'avez toujours été. Aucun bruit n'a suivi, juste une immobilité si complète qu'elle donnait l'impression de sortir d'une tempête pour entrer dans un couloir silencieux. Vers 2 heures du matin, un dernier message est apparu de la part de maman. Si tu fais ça, tu es morte pour moi. J'ai fixé la ligne pendant un long moment. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que ce n'était pas le cas. Je suis désolé que tu le prennes comme ça, ai-je écrit, et j'ai posé mon téléphone face contre table. Dans l'obscurité de mon appartement, pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui me faisait plus peur que leur colère. Le soulagement. Au matin, la discussion de groupe était silencieuse, un calme contre nature et retentissant après des jours de bruit. J'ai fait du café, je me suis assise à ma petite table de cuisine, et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas préparé à une crise. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai terminé ce que j'avais commencé.
J'ai changé les mots de passe, retiré ma carte des services partagés, et mis fin à chaque paiement lié à leur nom. Chaque confirmation était comme couper un fil qui avait été enroulé trop serré autour de mes côtes. Plus tard dans la semaine, je me suis assise en face du docteur Bernard et je lui ai dit que je me sentais à la fois plus légère et terrifiée. Elle a souri doucement. La paix peut sembler dangereuse quand on a vécu dans le chaos. Thomas est passé ce soir-là, apportant des plats à emporter et une compréhension silencieuse. Il n'a pas offert de conseils. Il s'est juste assis à côté de moi sur le canapé, ses genoux touchant les miens, me ramenant à la réalité. « Je suis fier de toi », a-t-il dit. Et pour une fois, je l'ai cru. Dans les semaines qui ont suivi, ma vie n'est pas devenue plus bruyante. Elle est devenue plus claire. Je marchais sans vérifier mon téléphone. Je préparais le dîner sans attendre que quelqu'un ait besoin de quelque chose. Et lentement, le silence a cessé de ressembler à de l'abandon et a commencé à ressembler à de la liberté. J'ai appris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, et que les limites ne sont pas de la cruauté, elles sont une question de survie. Si vous avez déjà dû prendre vos distances avec quelqu'un que vous aimiez juste pour vous sauver, partagez votre histoire dans les commentaires. Et si cela a résonné en vous, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.